scam. And this is a case that should have never been brought, and it's a case that now should be dismissed. Everybody saw what happened today. I think it's a disgrace. And when you look at the numbers, the poll numbers that came out today from the New York Times and CBS, I'm sure the Times was not too happy. But people are sick and tired of what's happening. This is I think it's a very sad day for America. The documentary evidence demonstrated that, in fact, he falsely inflated his assets to basically enrich himself and his family. He continued to persistently engage in fraud. The numbers don't lie. And Mr. Trump obviously can engage in all of these distractions, and exactly what he did, what he committed on the stand today, engaging in distractions and engaging in name-calling. C'était un moment vraiment très attendu, en plus d'être historique, le témoignage de Donald Trump à New York à son procès civil, il faut bien le dire, pour fraude. On se demandait s'il allait témoigner ou invoquer le droit au silence avec le 5e amendement. C'est quand même un droit constitutionnel. Alors, et non, il a témoigné, mais il s'est montré très combatif, agressif à l'endroit du juge et de la procureure de l'État de New York, Letitia James, que vous venez d'entendre. Madame James accuse les Trump, père et fils, d'être responsables de la surévaluation des actifs du groupe immobilier pour leur propre intérêt. Et cette fraude a déjà été établie dans une première étape du procès, alors que la phase actuelle consiste à établir le montant de la peine, de l'amende. On parle de 250 millions de dollars. Ivanka Trump devrait être entendue mercredi. Mon invité, Frédéric Davis, est ancien procureur fédéral à New York et professeur de droit à l'Université Columbia. Bonsoir, Monsieur Davis. Bonsoir. C'est du jamais vu, jamais entendu, ce à quoi on a assisté aujourd'hui. Comment le décririez-vous? Avez-vous un mot pour le décrire? Oui, c'était un spectacle. Bon, rien à voir avec la loi. On peut voir la loi avec toute sa majesté, on peut voir Trump. Mais quand ils se croisent, c'est un spectacle. Rien à voir avec la procédure normale. Alors, on s'y attend. Lui, il chante toujours la même chanson. Il dit que c'est une victime, que tous ceux qui sont contre lui, ce sont font des mensonges ou bien l'attaquent pour des raisons politiques. Et il a dit sur le contenu, sur le fond. Mm-hmm. En fait, parlons de la dimension spectaculaire de ce témoignage. Le juge a dû lui dire qu'il n'était pas un rallye politique, un rassemblement politique, a dû le reprendre, dire de répondre aux questions, Alors, ce type d'échange-là, selon vous, est-ce que ça joue en faveur de Trump ou pas, ou non? Le point de vue du juge, vous dites? Oui, à qui? Parce que dans le fond, c'était un combat de boxe, littéralement, là, un combat de mots. Bon, c'était du Trump classique, mais est-ce que ça joue en faveur de Trump ou en faveur du juge? Donc, ce que voulait faire le juge, c'est de maintenir contrôle du tribunal, dans le sens qu'il ne voulait pas que cette personne vienne et dise n'importe quoi, ce qui est l'habitude perpétuelle de Trump. Donc, pour lui, c'est une question de contrôle, de maintenir la bonne procédure, maintenir l'environnement respecté du tribunal. Et qu'il essayait de contrôler Trump. Il paraît qu'après un certain temps, il a dit, bon, allez-y. Il a interrompu un peu moins. Il a essayé de dire ce qu'il voulait faire, il voulait dire. Et il paraît qu'à la fin de compte, Trump a ajouté un peu à ce que dit Mme James, la procureure, dans le sens qu'il n'a pas expliqué les chiffres. Il a dit que, voilà les chiffres, c'est moi. Moi, je suis très, très riche, donc les chiffres sont tous bons. Et que ça. Donc, ça laisse intact, plus ou moins, les documents et tous les autres témoignages où il paraît que Trump et la famille ont gonflé à droite et à droite tous les chiffres. Oui, parce qu'au fond, ce qu'il a dit à un moment donné aussi, c'est la faute. Moi, je paye des millions pour qu'il fasse les livres, mais des fois, il sous-évaluait mes propriétés, des fois, il les surévaluait. Mar-a-Lago, mon manoir, ça vaut au moins entre 1 milliard et demi. Parce qu'au fond, quand il parle ainsi, est-ce qu'il ne reconnaît pas, au fond, qu'il a dû se mêler de la préparation de ces documents dont le juge a déjà établi qu'ils étaient frauduleux?
Oui, bon, il y a plusieurs choses. Quand on parle des valeurs, souvent c'est discutable. Quelle est la valeur d'un appartement ou une autre chose? Ça, le problème pour lui, c'est qu'il a systématiquement doublé et triplé les chiffres que tous les autres ont donnés à ces mêmes biens. Mais il y a aussi des choses remarquables. Lui, il a un appartement avec un certain nombre de mètres carrés. On peut les compter. Et lui, il a doublé le nombre de mètres carrés. Ça, c'est pas une question de jugement. Ça, c'est pas discutable. C'est un chiffre faux. Et pareil qu'il y a tout un cumul de variations sur les valeurs de ces biens et aussi, peu à peu, ces chiffres totalement faux. Parce que la fraude, c'est pour servir ses intérêts auprès des différents financiers, pour se financer. Donc, c'est au détriment de qui, cette fraude-là? Ça, c'est une très bonne question. Et sa meilleure défense, à mon avis, c'est de dire que, bon, moi, j'ai donné tous ces documents, toutes ces estimations aux banques. Eux, ils n'ont pas perdu un sou. Parce que moi, j'ai repayé toutes les dettes, j'ai repayé tous les prêts immobiliers. Donc, il n'y a aucune perte par les banques. Le problème pour lui, c'est qu'il n'est pas exactement accusé de fraude. Il est accusé sous une législation new-yorkaise qui dit que, bon, si vous avez une entreprise new-yorkaise, il faut que l'entreprise soit honnête, il faut que soit bien élevée, si vous voulez. Donc, le fait que les chiffres sont mauvais devient un problème pour lui, même si personne n'a perdu. Cela dit, il y a toujours des risques. Lui, il a 6 fois déposé les bilans de ces autres entreprises par les entreprises immobilières. Donc, il crée des risques. En même temps, Trump, on le sait, narcissique, vedette de la télé, star de la télé, c'est son ADN, dans le fond, qu'on attaque avec ce procès, sa richesse, le fait qu'il a construit un empire, et là, il a peur de perdre cet empire-là d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas le fond de la question? Oui, comme vous dites, c'est dans son ADN de réagir comme ça. Et il paraît que du côté politique, il continue à gagner dans le sens que les sondages récents sont remarquables. Et il paraît que le fait qu'il est devant les tribunaux plusieurs fois sur plusieurs approches différentes ne change rien pour les personnes qui sont vraiment persuadées que c'est Trump. Donc ça, on va voir quel sera le résultat. Ouais. Le juge, comme vous avez dit, a déjà décidé que c'était une fraude. On parle des sanctions. Et bon, pour moi, le vrai risque pour lui, c'est la réputation. Si le juge trouve que tout ce palais était fondé sur des faux, ça peut créer un problème. Oui, en terminant, est-ce que c'est important de savoir pour le juge, pour rendre sa décision sur le montant à payer, mettons 250 millions, savait-il ou ne savait-il pas qu'il y avait surenchère de ces immeubles? Est-ce que c'est important, cette question-là, ou elle a déjà été décidée dans la première phase du procès? Non, si je comprends votre question, on aura un jugement après le procès, dans le sens qu'il a décidé qu'il y a une sorte de fraude sous cette législation, et il va énumérer tous les éléments de cette fraude, de cette infraction, et puis il va décider la sanction. Et c'est assez certain que les Trump vont payer assez cher, ce qui n'est pas du tout certain, et c'est assez nuancé. Qu'est-ce qui devient de ces propriétés? Qu'est-ce qui devient de ces entreprises? Et ça peut fermer la porte de Trump à New York. Maintenant, il a abandonné New York en tout cas, et maintenant citoyen de Floride, mais ça change un peu sa réputation, sa situation. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Davis, ancien procureur fédéral et maintenant professeur de droit. Toujours un plaisir. Merci, au plaisir.